Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Véronique Pape d'Ecopolis. Alors je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc la directrice d'Ecopolis, Ecopolis est un pôle de ressources pour le bâtiment et l'aménagement durable. On agit au niveau du territoire de l'Île-de-France et on fait partie d'un réseau plus global qui est à la fois le réseau bâtiment durable et puis également le collectif des démarches bâtiments et quartiers durables, puisqu'on est porteur de la démarche bâtiment durable francilien et quartier durable francilien. Donc une démarche d'évaluation environnementale qui suit des projets depuis la conception jusque 2 ans après la livraison. Et aujourd'hui, on voudrait partager avec vous des retours d'expérience de projets qui ont justement été accompagnés avec cette démarche BDF, donc bâtiment durable francilien, sur le sujet de l'eau, qui nous paraît être un enjeu vital. Et donc j'ai avec moi, Charlotte Picard, qui a la particularité d'être à la fois architecte et qui fait partie de l'équipe de la ville de Rosny. Peut-être Charlotte, tu peux dire un tout petit mot sur tes fonctions à la ville de Rosny. Bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, la ville de Rosny-sous-Bois a une particularité. Elle a en son sein une direction recherche et innovation qui se focalise, on va dire, depuis une dizaine d'années sur l'adaptation de la ville au changement climatique. Et on a eu à répondre à un besoin pressant, celle de l'accueil des enfants en école primaire. Donc on a une équipe actuellement qui fait de la maîtrise d'œuvre pour la ville de Rosny-sous-Bois. Alors merci Charlotte. Pour revenir à notre sujet de l'eau, le constat qu'on peut faire, c'est que d'abord on a une raréfaction de la ressource qui est de plus en plus cruciale, avec à la fois le réchauffement, avec des intensifications des périodes de canicule, des périodes de forte pluviométrie, mais qui ne permettent pas forcément de recharger les nappes phréatiques. Et puis on a une consommation humaine, quand je dis humaine, c'est à la fois nos logements, mais aussi tout notre écosystème, et notamment notre écosystème industriel, qui consomme de plus en plus d'eau, également notre système agricole. Et donc quand on rajoute, quand on prend les choses par les deux bouts, de fait il y a de moins en moins d'eau. Donc on a des réserves qui se sont affaiblies, on le voit sur cette carte, avec toutes les zones en blanc qui sont les zones les plus cruciales. Et puis quand on a de la pluie, on a de plus en plus de risques avec le dérèglement climatique, puisqu'on a des pluies de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, des épisodes pluvieux de plus en plus violents. Et comme parallèlement on a artificialisé de plus en plus les sols, on a des risques d'inondation, comme on l'a vu récemment dans les Hauts-de-France, des risques de lavage de terrain, et puis des rechargements de nappes phréatiques qui ne se font pas forcément correctement. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui font que l'eau est une ressource très précieuse. On commence tout juste à s'en rendre compte, on le sait depuis longtemps dans les pays du Sud, mais c'est en train de nous arriver aussi, et notamment dans le sud de la France, ça commence à devenir quelque chose d'absolument crucial. Dernière chose, pour ramener le sujet à notre sujet du bâtiment et de l'aménagement, qui est notre sujet à tous, en fait on se rend compte qu'on gaspille énormément l'eau qu'on a dans nos bâtiments, puisque seulement 7% de l'eau potable est utilisée pour boire ou pour cuisiner. En fait, on en utilise 1/5 déjà pour nos toilettes, alors qu'on va voir avec Rosny, il y a d'autres solutions qui permettent d'éviter ce gaspillage. Et puis surtout, quand on parle de toilettes, en fait, on ne récupère pas l'urine, qui pourtant pourrait être un magnifique engrais. Et donc on s'embête à retirer l'azote de tout ce qui arrive dans les stations d'épuration, alors que si on n'y envoyait pas l'urine, en fait, on gagnerait à la fois un engrais très simple, et de l'autre côté, on gagnerait énormément sur les coûts d'épuration. Donc on a un hiatus à ce niveau-là qui est assez majeur, qui est peu pris en compte en fait par la filière du bâtiment, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Rosny aujourd'hui de partager notamment dans les différents retours d'expérience qu'ils vont nous montrer sur le sujet de l'eau, notamment un sujet toilettes sèches. Comme quoi les toilettes sèches, c'est pas juste à la campagne, ça peut aussi se faire en milieu urbain. Voilà. Et dernière chose, l'eau, c'est un pilier de la démarche bâtiment durable francilien ou quartier durable francilien, comme de l'ensemble des démarches bâtiments et quartiers durables qui existent aussi dans les autres régions. Donc en Méditerranée, vous connaissez peut-être BDM, qui était la première démarche à voir le jour dans le sud de la France. Donc on est aujourd'hui 6 assos qui portons ces démarches dans 6 régions différentes.
Et donc on a travaillé ensemble sur le thème de l'eau pour sortir des REX, et donc qui sont... donc aujourd'hui, vous voyez un petit extrait en live avec la présence de Charlotte. Charlotte, je te passe la parole. Merci Véronique. Merci à Ecopolis de nous faire participer, de nous aider à diffuser finalement l'expérience qui est en cours à Rosny-sous-Bois depuis une dizaine d'années. Donc, je vais passer. Le retour d'expérience s'intitule École et centre de loisirs Jacques Chirac. En fait, je vais tricher un peu parce que je vais vous parler plus largement de notre gestion de l'eau sur les différents projets qu'on a pu mener. On a commencé donc en 2014 avec la construction d'une première école et on est aujourd'hui à la construction de notre 5e bâtiment et on commence aussi le sujet de la rénovation. Pour vous redonner quand même un tout petit aperçu de notre travail, l'idée c'est de voir quel est l'impact de la construction sur notre environnement, de voir à quel point il est important et destructeur et pollueur, et donc d'aller rechercher toutes les solutions possibles pour essayer, parce que c'est un objectif quasi inatteignable, essayer d'avoir un impact neutre, voire positif sur l'environnement quand on construit. Donc généralement, on s'intéresse principalement aux matériaux qu'on va utiliser, aux modes constructifs, mais de fait, on va parcourir toutes les cibles nécessaires, notamment toutes celles qu'il y a dans la démarche bâtiment durable francilien, et la gestion de l'eau en fait partie. Donc je ne vais pas vous parler seulement du centre de loisirs Jacques Chirac. Pour en venir déjà un petit peu aux solutions assez évidentes, et pour respecter évidemment les préconisations, notamment celles du département de la Seine-Saint-Denis, il faut limiter au maximum les rejets au réseau et essayer de garder sur la parcelle un maximum des eaux pluviales, de les infiltrer quand on peut. C'est pas toujours évident parce qu'on a des terrains très argileux à Rosny-sous-Bois qui s'y prêtent pas très bien. Mais néanmoins, on va travailler à tous les niveaux de la construction. Donc, première chose, quand l'eau de pluie tombe sur nos bâtiments, on essaye d'avoir un maximum de toitures végétalisées avec des épaisseurs de substrat assez conséquentes pour à la fois permettre... Là, c'est un petit peu fouillis, mais il y a sur ces toitures terrasses généralement des petits fruits, des arbres fruitiers, des espaces dédiés aussi aux enseignants et aux animateurs de centres de loisirs pour, s'ils n'ont pas la possibilité de le faire en pleine terre, ont des espaces potagers aussi en toiture. Donc ça, c'est une première réponse, déjà de garder l'eau sur les toitures et de l'utiliser en direct. Ce qui nous intéresse aussi énormément, au-delà des bâtiments qu'on va construire, c'est de fournir finalement des supports de pédagogie aux équipes qui vont venir s'y installer. Donc dans les bâtiments, par exemple les structures bois qu'on met en œuvre vont rester visibles le plus possible. L'isolant qu'on utilise le plus, qui est la paille, lui malheureusement, il est enduit, il est caché, mais on laisse des fenêtres de vérité pour aussi que les équipes dans le bâtiment, les enfants, puissent se poser la question de comment est construit ce bâtiment. Et sur la gestion de l'eau, pareil, si l'eau qui tombe sur les toits passe que dans des centres d'eau pluviale cachés pour rejoindre des réseaux enterrés, finalement, on ne donne pas la possibilité aux enfants de se poser la question, et même aux adultes, qu'est-ce qui se passe avec l'eau de pluie, qu'est-ce qui se passe donc avec cette ressource qui tombe quand même sur nos bâtiments. Et donc on essaye, alors c'est peut-être pas évident de se rendre compte, mais on essaye d'avoir, selon les projets, de la visibilité de cette eau de pluie. Donc sur la grande photo qui est à gauche, c'est l'école élémentaire des Boutours, on a des EP ouvertes en façade. Je ne sais pas s'il y a un petit pointeur. Non. Si. Alors c'est pas évident à voir, je sais, à cette taille-là, mais voilà. Régulièrement, le long de la façade, on a des EP ouvertes qui permettent de voir descendre le long du bâtiment quand il pleut. On va avoir aussi, quand on le peut, des rejets d'eau de la terrasse directement dans des espaces engazonnés, donc la possibilité de voir l'eau qui va sortir aussi au moment de la pluie. Et là, c'est encore moins peut-être visible, je suis désolée, mais c'est un projet qui est en chantier, donc je n'ai pas encore de photos de réalisation. L'idée, c'est pareil, c'est que l'eau qui descend le long de la façade, on la fasse circuler ensuite dans la cour d'école de manière visible. C'est des éléments, alors pour le coup, ce n'est pas forcément des éléments qu'on invente, c'est des éléments qui sont déjà disponibles, mais qu'on va essayer de mettre en scène le plus possible. Alors là, on est sur des systèmes qui, eux, vont être, comme on peut le voir, enterrés et moins visibles, mais c'est toute la question de cette ressource en eau de pluie, que peut-on en faire en milieu scolaire? Pour l'instant, et à moins qu'il y ait des nouveautés que j'ai ratées,
On n'a pas l'autorisation d'utiliser l'eau pluviale à l'intérieur des bâtiments scolaires, écoles maternelles, écoles élémentaires. Donc on n'a pas la possibilité réglementaire de garder cette eau et de l'utiliser par exemple pour les chasses d'eau. On espère que cette réglementation va évoluer elle aussi. Et en attendant, on essaie de trouver d'autres solutions. La réflexion vient aussi du fait que les bâtiments qu'on va concevoir, qui sont des bâtiments passifs, bioclimatiques, très bien isolés, très étanches, résistent, le confort est excellent en période de canicule déjà aujourd'hui, parce qu'on s'est projeté vraiment sur les pires projections, par exemple du GIEC, pour concevoir nos bâtiments. Donc on vise des bâtiments confortables à Rosny-sur-Moix en 2050 ou en 2100. Donc de ce point de vue-là, on a des bâtiments très performants, très bien isolés aussi pour les périodes de froid. Donc ça, c'est une première chose. Mais le bâtiment ne peut pas tout, en fait. Il y a de tels extrêmes de température maintenant qu'on se dit que l'hiver, quand il fait froid, il faut prévoir éventuellement que les enfants aient à disposition des surgilets. Parce que quand on a une température de consigne à 19 et qu'il y a des enfants qui ne bougent pas beaucoup dans les salles, on a déjà aujourd'hui des retours, on a froid. Donc ça demande de travailler sur son corps finalement plutôt que sur le bâtiment. Et pareil, en période de canicule, le bâtiment aujourd'hui vit très bien, il est bien isolé. On a des parents qui rentrent dans ces bâtiments nouveaux et qui nous disent « Fantastique, vous avez mis la clim ». Non, on n'a pas mis la clim, on a juste travaillé l'enveloppe de notre bâtiment. Mais néanmoins, s'il fait très très chaud, finalement, on serait aussi bien dehors dans les espaces abrités du soleil à pouvoir faire des jeux d'eau. Donc c'est là que vient notre idée de stockage et de potabilisation. C'est aujourd'hui dans cet esprit-là. C'est pas pour boire l'eau, mais pour qu'elle soit au moins sanitairement correcte pour pouvoir faire des jeux d'eau avec les enfants. Donc une partie des eaux pluviales est stockée dans des cuves spécifiquement destinées à ça, avec un système de filtration en amont, avec un système de filtration aussi en aval. C'est ce qu'on voit dans la photo du local eau. Alors il y a beaucoup d'éléments et notamment des filtres. Ça veut dire aussi que ces systèmes-là demandent évidemment un entretien spécifique et que là, il faut arriver à travailler tous ensemble avec mes collègues de la mairie pour qu'une fois que le bâtiment est livré, il soit entretenu correctement pour qu'on puisse utiliser ces systèmes. Je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, c'est complexe. Sur les 4 bâtiments qui bénéficient de ce système-là, il y en a 2 où l'entretien n'est pas suffisant et on a coupé la potabilisation. Donc on fait des tests, on fait beaucoup de tests à Rosny-sous-Bois. Ça ne veut pas dire que ça marche tout de suite et peut-être il y a des choses qu'on va abandonner ou qu'on va modifier. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments qu'on met en place pour se dire, avec la raréfaction de la ressource d'eau, il faut trouver des idées dès maintenant pour faire face à toutes les éventualités possibles. Donc on aime bien imaginer beaucoup de plans B. S'ils ne servent pas, tant mieux. Mais si on en a besoin, les éléments sont déjà installés dans les bâtiments. Et toujours donc sur cette thématique d'économiser l'eau potable, ce dont Véronique parlait en introduction, effectivement, l'eau potable qui part directement dans notre toilette pour être directement ensuite retraitée en statut d'épuration, ça nous paraît mais complètement inconcevable. On est en 2024 et on n'arrive pas à s'en sortir apparemment. Et donc on a proposé, on s'est dit la plus simple économie, c'est juste de ne pas avoir d'eau dans les toilettes. Ça paraît tellement évident, mais dans un milieu scolaire, c'est pas forcément non plus évident. Donc on a commencé, parce que comme on construit à la fois des écoles dans lesquelles ça va être le personnel de l'éducation nationale qui intervient, et des centres de loisirs, où là ce sont nos collègues employés de la mairie qui y travaillent, on a commencé ce travail plutôt avec nos collègues, parce que c'est plus facile d'interagir avec eux qu'avec l'éducation nationale, l'inspecteur, et puis des professeurs qu'on ne connaît pas forcément. Donc on a installé dans le centre de loisirs Jacques Chirac, qui a été livré en 2020, tout un ensemble de toilettes sèches. Le centre de loisirs fait à peu près 1000 m². Il a été conçu pour accueillir 180 enfants, on va dire au pic de son fonctionnement. Il est sur 2 niveaux. Donc d'emblée, on n'a pas été non plus restrictif. On a des toilettes sans chasse d'eau au rez-de-chaussée et des toilettes classiques, entre guillemets, à l'étage. Donc on laisse le choix aussi aux utilisateurs. On ne les brusque pas non plus parce que c'est tout un travail d'acculturation. On a choisi un système aussi, parce que d'emblée on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas avoir un seau de sciure à côté des toilettes avec les enfants, ça va être une pagaille sans nom.
Ça peut être amusant, mais bon, je pense que pour l'équipe d'entretien, c'est beaucoup moins drôle. Donc on a choisi un système qui existe aussi depuis longtemps, de composteurs en sous-sol. Alors nous qui n'aimons pas tellement faire des sous-sols, excaver, rajouter du béton dans nos constructions, on essaye justement de rester plutôt avec des matières biosourcées, locales. On a fait une exception, on s'est dit si on veut quand même avancer sur ce sujet des toilettes sèches, là cette fois-ci on va avoir un petit sous-sol pour le bâtiment. Donc comme vous le voyez sur la coupe, le système est extrêmement simple puisqu'on a... Alors, où est-ce qu'est mon petit pointeur? Ah oui, on ne voit pas vraiment, mais vous le devinez. Il y a des toilettes qui sont connectées directement avec un composteur qui a l'aplomb des toilettes. Donc on a tout simplement une chute, un PVC d'un certain diamètre qui connecte les toilettes et son composteur. Sur ce projet-là, et ce qu'on voit en fait dans le document juste à côté, c'est qu'on a fourni, donc on a proposé des toilettes sèches à la fois aux enfants de l'école d'âge élémentaire. On a aussi des cuvettes adaptées pour des enfants de la maternelle. Et les adultes n'ont pas le choix. Ils n'ont que des toilettes sèches dans le bâtiment. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des toilettes classiques à l'étage. Donc on a installé quand même 11 toilettes sèches. Aujourd'hui, on a pris un système qui existait déjà sur le marché avec des composteurs qu'on achète tout fait. Donc pour l'entreprise de plomberie qui vient installer le matériel, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de complications techniques. On va voir sur les autres photos comment ça se passe aussi dans le local. À l'étage, donc l'enfant a une cuvette, a du papier toilette à disposition, mais il n'y a pas de chasse d'eau. Par contre, on a prévu des petites douchettes pour que l'équipe d'entretien puisse nettoyer facilement les cuvettes. On a prévu aussi, on s'est dit si vraiment c'est une catastrophe, ça ne va pas, on a prévu les attentes pour réinstaller des toilettes classiques s'il le fallait. Tout va bien pour l'instant, on conserve nos toilettes sèches. Donc là, vous voyez la photo à gauche des cuvettes pour les enfants en maternelle. Alors aujourd'hui, avec l'obligation d'accueillir les enfants dès 3 ans, on a même aussi parfois des toutes petites sections, donc des enfants qui n'ont pas encore 3 ans. Et le retour des équipes, c'est que parfois ils sont tellement petits que même la cuvette adaptée pour eux, elle est encore un petit peu grande. Donc il y a un travail là sur lequel on est depuis un certain temps, de trouver des lunettes pour réadapter aussi la taille de ces cuvettes. Et la photo de droite, c'est donc, nous sommes dans le local technique avec les composteurs et c'était lors d'une visite de la ville de Paris qui est venue voir comment on avait réalisé cette opération. On a un intervenant technique qui, pour le coup, a travaillé chez nous, mais a travaillé aussi pour la ville de Paris. Donc c'était vachement intéressant cette journée d'échange. Ça, c'est des éléments que vous retrouverez. Le CAUE de Paris a fait toute une journée d'information sur les toilettes à l'école. Et donc, ils ont compilé beaucoup de documents. Si le sujet vous intéresse, c'est disponible aussi sur leur site internet. Et donc, l'entretien est relativement simple. Dans le cas du centre de loisirs Chirac, on n'a pas opté encore pour la récupération des urines. Donc aujourd'hui, je suis désolée, dès le matin, je rentre dans des détails techniques, mais les urines vont passer à travers le composteur, qui lui a été rempli de sueur à l'origine. Les matières fécales vont rester là, les urines sont évacuées et elles rejoignent le réseau d'eau usée assez classique. Après, je vais vous parler d'une petite évolution. Au niveau du composteur, on a un entretien qui est somme toute assez léger. On avait prévu une visite tous les mois. Et finalement, au vu de l'utilisation de cet endroit, c'est un centre de loisirs, donc il ne fonctionne pas toute la journée. Les enfants ont d'autres opportunités d'aller aux toilettes à l'école, au moment de la restauration. Donc on a pu décaler aussi l'entretien de ces composteurs. On a un prestataire extérieur, mais notre équipe en interne est formée aussi. Donc je peux aller vérifier l'état des composteurs. Et en fait, une fois qu'on évacue les urines, le compostage est si efficace qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura vraiment besoin de vider ces composteurs. Pour l'instant, la matière se dégrade, se compacte. Et ça fait donc presque 3 ans et demi que c'est en fonctionnement. On est loin d'avoir besoin de vider ces composteurs. L'idée, c'était de se mettre en contact, on a déjà fait avec nos collègues des espaces verts, pour voir des endroits dans la ville où on pourrait utiliser ce compost. Mais pour l'instant, on n'en est même pas là. On a poursuivi, là on vient de livrer un nouveau centre de loisirs, donc on poursuit cette aventure des toilettes sèches avec des petits changements. Notamment, on nous avait reproché que les cuvettes inox étaient froides au toucher, ce qui n'est pas faux.
Et là, il se trouve que l'offre aussi augmente et se diversifie. Donc là, on va avoir des toilettes finalement qui ressemblent de plus en plus à des cuvettes traditionnelles avec des lunettes. Alors ça fait plus d'entretien, mais pour l'appropriation de cet espace, c'est plus simple aussi. Et on a installé aussi des urinoirs secs, donc sans eau également. Et oui, pour finir, pareil, Véronique en parlait au tout début, il y a un laboratoire en Île-de-France qui travaille sur ce sujet. C'est assez passionnant. Et donc ça nous a conduit aussi pour le deuxième centre de loisirs à stocker les urines et rentrer dans ce cycle vertueux de fournir cet engrais. Alors bien sûr, il y a toute une batterie de tests, de vérification de la composition de ces urines. Mais il y a déjà donc des agriculteurs en Île-de-France qui travaillent sur le sujet. J'ai mangé des gâteaux faits à partir de farine issue de blé engraissée aux urines. Donc voilà, on essaye de revenir finalement à des cycles qui existaient en Île-de-France à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Circuit court, efficacité, on traite au plus proche des éléments que nous produisons nous-mêmes, des déchets que nous produisons. Merci beaucoup Charlotte. On va prendre quelques questions et je voulais juste vous dire qu'on a fait quelques copies papier de nos REX. On a 5 REX, donc sur 5 sujets différents où vous allez trouver beaucoup de conseils pratiques et des exemples issus de projets accompagnés en démarche bâtiment durable, donc BDF en Île-de-France, BDM en Méditerranée, etc. Donc n'hésitez pas soit à les prendre ici, soit à les récupérer sur notre site. Et puis vous avez aussi à disposition quelques brochures de la démarche BDF si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, il y a un micro qui vous arrive. Oui, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Pour revenir aux toilettes sèches, alors aussi désolé pour l'heure matinale, mais au niveau des odeurs. Oui, j'ai pas du tout Comment ça se parlé. passe? J'ai pas parlé effectivement d'une particularité. On va revenir sur cette photo, sur cette image-là. Les toilettes sèches nécessitent une ventilation spécifique en effet. Et ce qui se passe, c'est que vous avez le tuyau, enfin la liaison entre les toilettes et le composteur, mais vous voyez à droite, on a un PVC qui remonte. Et là, en fait, on a une VMC et on a une ventilation primaire en toiture. Donc, c'est pas la pièce qui va être ventilée. En fait, la ventilation se fait par le composteur et de ce fait, les odeurs ne reviennent pas, quand il y en a, les odeurs ne reviennent pas dans les toilettes, mais partent directement en toiture. D'accord, donc du coup, c'est efficace. Et du coup, c'est efficace. Alors évidemment, là aussi, il faut vérifier son caisson de VMC et vérifier que le moteur ne tombe pas en panne. Sinon, forcément, il y a des odeurs qui peuvent revenir. Quand le système fonctionne bien, quand le compostage a bien lieu, il y a très peu d'odeurs. En fait, une fois qu'on évacue les urines, les matières fécales qui se dessèchent avec les sueurs n'ont quasiment pas d'odeur. Ça paraît assez étonnant, mais quand on va dans les locaux techniques, on s'en rend compte. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà utilisé de l'eau de pluie pour des toilettes d'adultes? Et Non. quel retour vous... Parce que nous, en fait, on a une cuve dans l'hôtel de ville qui devait servir à être utilisée dans les toilettes des adultes. Mhm. Et en fait, on a été obligé de l'arrêter parce qu'on a énormément de retours des utilisateurs, comme quoi il y a des odeurs et on cherche une solution. S'il y en a une, on est preneur. Alors pour le coup, c'est vrai que pour stocker les eaux pluviales, il faut avoir mis en place un certain nombre de filtres en amont. Parce que s'il y a des matières organiques qui arrivent dans cette cuve, ça finit par croupir. Donc forcément, l'eau qu'on va utiliser va sentir. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous avez mis en place en amont de la cuve. Et il y a différents... Alors là, j'ai pas toutes les fiches techniques et tous les détails avec moi. Mais c'est vraiment un point crucial. Les cuves de stockage, techniquement, doivent être aussi nettoyées une fois par an, ce qui n'est pas évident parce qu'il ne faut pas la nettoyer quand elle est pleine. Mais quel est le bon moment pour trouver... ce nettoyage. Et nous, dans le cas de la potabilisation, il y a des filtres en plus. Après, pour une simple utilisation, je pense que ça, vous n'en avez pas besoin. Mais il y a toute cette chaîne, effectivement, du matériel qui doit être très bien entretenu. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Petite question concernant l'empreinte en mètres carrés
plutôt mètres cubes du composteur dans les sous-sols? Est-ce qu'on a des ratios, des estimations par élève, par WC? Je devrais le savoir par cœur, parce que c'est moi qui ai suivi le chantier, mais ce qui se passe, c'est que là, on a été sur une solution qui existait, qui était facile à se procurer avec des composteurs, et où on a un composteur par toilette. Vous avez une espèce d'échelle avec les personnes qui sont autour du composteur. Les fiches techniques sont trouvables facilement. C'est du matériel de la marque Clivus Multrum. Après, notre spécialiste, on va dire, la personne qui nous a fourni le matériel, mais qui a aussi une expertise plus large sur le sujet, nous a dit, si vous continuez, en fait, il vaut mieux quasiment construire des composteurs en dur plutôt que d'avoir un composteur par toilette. Enfin, il y a une façon d'optimiser aussi le sujet. Voilà. Nous, la spécificité de nos constructions à Rosny, c'est que souvent on a très peu de temps entre la conception et la réalisation. Et en plus, on mène toutes sortes de recherches sur différents sujets. Donc c'est vrai que pour l'instant, on en est resté à du matériel existant, mais il y a moyen de rationaliser en fabriquant les composteurs, en fait, en maçonnerie. Bonjour, je voulais savoir en termes de logistique, parce qu'on va se retrouver avec des cuves qui sont en sous-sol. Oui. Toute la partie extraction à venir. Alors, l'extraction à venir, pour l'instant, on ne voit rien venir avant au moins 5, 6, 7 ans. Donc c'est déjà quelque chose qui ne va pas arriver souvent. Il y a une trappe au bas du composteur, et c'est là où on ouvre pour sortir les matières compostées. Et après, il faut remplir des sacs. Enfin, pour le coup, là, c'est vrai que ce n'est pas un endroit qui est très très facile d'accès, ça dépend des sous-sols. Éventuellement, il faut remonter les sacs un à un. Là, on n'a pas de monte-charge, donc il vaut mieux prévoir de rassembler dans des petits containers pour pas que ce soit trop lourd à déplacer. Mais bon, c'est une opération qui n'arrivera peut-être jamais. Donc on n'est pas trop inquiet là-dessus. Bonjour, pour la sciure, vous disiez qu'il n'y avait pas de seau, ça fonctionne comment en fait En fait, la sciure qu'on a pu mettre, c'était à la mise en service des composteurs. Donc on a rempli peut-être 1/5 du composteur avec de la sciure, et puis c'est tout. Alors, il s'est arrivé, cet été, on a eu un sujet parce qu'il y a un des composteurs qui s'était bouché. Il y avait trop de matière qui s'était accumulée au niveau de l'évacuation d'urine, et donc c'était trop humide dans le composteur. Donc là, exceptionnellement, on a dû casser ce qui s'était passé et rajouter de la sciure. Mais sinon, depuis 3 ans et demi, on n'a pas remis de sciure dans les composteurs en fonctionnement normal. On doit bientôt laisser la place. Merci beaucoup.